Voilà, on va commencer. Alors, on avait fini l'exercice 2 la dernière fois, donc on va faire déjà l'exercice 3. Alors, je vous laisse regarder l'énoncé. Alors, on a un mobile de masse m égale 10 kg, animé d'une vitesse initiale de 3 mètres par seconde, qui subit la force variable figurée ci-contre. Alors, vous avez la courbe ici de l'intensité de la force en fonction du temps. D'accord? Donc, cette force est exercée pendant 1 centième de seconde et son module, eh bien, il varie, il va baisser de manière linéaire jusqu'à s'annuler à 10-2 secondes. Alors, donc, il est animé d'une vitesse initiale de 3 mètres par seconde et il subit la force variable figurée ci-contre dans l'intervalle qui va de 0 à 1 centième de seconde. La force a la même direction que la vitesse initiale. Calculer la vitesse finale du mobile lorsque, premièrement, la force a le même sens que la vitesse initiale. Deuxièmement, la force a un sens opposé à la vitesse initiale. On passe à la solution. Il y avait une question là. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, on y va. Donc, vous avez une courbe qui vous donne le module de la force en fonction du temps. Vous avez la vitesse initiale du mobile. Vous avez une donnée supplémentaire qui est que la force a la même direction que la vitesse initiale. Et on doit se débrouiller avec toutes ces informations pour trouver la vitesse finale du mobile. Alors déjà, on va se servir de cette courbe qui est l'évolution de la force en fonction du temps. On écrit la définition de la force. Vous avez vu en cours que la force, c'est la dérivée de la quantité de mouvement. D'accord? C'est de cette relation qu'on a réussi à déduire la relation fondamentale des dynamiques, puisque quand vous dérivez P, vous dérivez en fait M, le produit MV, donc ça fait M dérivé de V par rapport au temps, et vous avez M multiplié par l'accélération. dV sur dt, c'est l'accélération. Donc la définition de la force, c'est F égale la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, et l'inverse, si vous voulez, l'opération inverse de cette relation, c'est que si vous connaissez la force, eh bien, vous pouvez connaître la variation de quantité de mouvement. Vous allez pouvoir écrire dp égale à f dt, et ensuite, quand vous intégrez, ben, ça vous donne delta p, la variation de la quantité de mouvement, égale à l'intégrale de f dt. D'accord? Donc, à partir de la force, vous dérivez, à partir de la quantité de mouvement, vous la dérivez, vous obtenez la force. À partir de la force, vous intégrez, vous avez la variation de quantité de mouvement. Alors, puisqu'on vous dit que la force est parallèle à la vitesse initiale, ça veut dire que delta P, qui a toujours la même direction que F, eh bien delta P est aussi parallèle à V0. D'accord? Alors, on va pouvoir maintenant écrire, utiliser cette courbe. Cette courbe, elle nous donne le module de la vitesse. Donc, si on calcule l'intégrale de f dt, en réalité ici, on va calculer l'intégrale du module de f en fonction du temps. D'accord? Donc, ça va nous donner le module de delta p égale à l'intégrale du module de f. Et ça, cette intégrale, elle est mesurée par l'aire sous la courbe. D'accord? Quand vous avez une fonction quelconque, eh bien, quand vous mesurez l'aire sous la courbe de cette fonction, ça vous donne l'intégrale de la fonction. Donc, delta p, c'est l'aire sous la courbe. Eh bien, on
on mesure la surface de ce triangle. J'ai la hauteur qui vaut 10 puissance 4, la base qui vaut 10 moins 2, d'accord? Donc 10 puissance 4 par 10 moins 2 divisé par 2, ben là ça me fait 100 divisé par 2, donc 50 kg mètres par seconde. Donc j'ai le module de la variation de quantité de mouvement. J'ai le module de delta P. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce module de delta P? Eh ben, je vais regarder les deux situations qu'on me demande d'étudier. Alors d'abord, première situation, question 1, on vous demande de calculer la vitesse finale lorsque la force a même sens que la vitesse initiale. D'accord? Donc on va fixer le sens de la vitesse initiale. Donc on va dire que la vitesse initiale V0, elle est dans le sens positif. D'accord? Vous avez une trajectoire, tout se passe sur une trajectoire rectiligne. Donc vous avez une trajectoire rectiligne, vous avez un sens positif sur la trajectoire et on va dire que V0 est dans le sens positif. Donc j'écris que le vecteur V0, c'est le module de V0 multiplié par le vecteur unitaire I. Et ça, le fait qu'il y ait le signe plus ici indique que le vecteur V0, il est dans le sens du vecteur I, donc il est dans le sens positif. D'accord? Et je vais écrire que F étant dans le même sens que V0, delta P va être dans le même sens que V0. Si F est dans le sens positif, ça veut dire que delta P est lui aussi dans le sens positif. Donc j'écris que le vecteur delta P, je vais couper vos micros, hein, d'accord? Alors, le vecteur delta P, c'est donc si F est dans le sens de V0 et que V0 est dans le sens positif, ça veut dire que delta P est lui aussi dans le sens positif. Donc j'écris que c'est plus le module de delta P I. Alors je vous rappelle que le module de delta P, on vient de le calculer, hein, c'est l'air sous la courbe du module de F. Donc c'est les 50 kg mètres par seconde. Donc j'ai delta P égale 50 I en kilogrammes mètres par seconde. Alors, je connais donc ce vecteur, je connais sa direction, son sens, son module c'est 50. Et maintenant, je vais écrire ce vecteur delta P, je vais l'écrire en fonction des deux vitesses, vitesse finale et vitesse initiale. Alors, delta P, c'est P finale moins P initiale, c'est-à-dire que c'est mvf, vitesse finale, moins mv0, v0 étant la vitesse initiale. D'accord? Donc j'écris chacun, je vais écrire tous ces vecteurs de cette équation, je vais les écrire avec le vecteur unitaire I. D'accord? J'ai dit que delta P était dans le sens de I, donc j'écris que delta P, c'est module de delta P I. D'accord? Alors, VF, je ne sais pas dans quel sens il va être. Donc, j'écris MVFI. Et VF, il faut s'attendre à obtenir un résultat positif ou négatif. Parce que pour le moment, je ne sais pas si VF est dans le sens de I. À ce moment-là, eh bien, la mesure algébrique, elle va être positive. Mais si VF est dans le sens opposé à I, cette mesure algébrique va être négative. Donc, comme je ne sais pas, c'est ça que je suis en train de chercher, c'est la vitesse finale. Donc, je vais laisser ça sous forme de mesure algébrique. Pour le moment, je ne sais pas si VF va être positif ou négatif. Donc, je laisse comme ça. Par contre, V0, je sais qu'il est dans le sens positif. Donc, je répète, delta P, c'est le module de delta P par I, parce que j'ai choisi que la force a le sens de V0 et V0 a le sens de I. MVF, je ne sais pas, donc je laisse la mesure algébrique MVFI. V0, je sais que c'est dans le sens positif, donc j'écris, à la place du vecteur V0, j'écris module de V0, I. C'est bon? Alors, comme il y a le vecteur unitaire qui se retrouve partout, je peux le supprimer. Et j'ai une relation entre les mesures algébriques. Donc, j'ai module de delta P égale MVF moins M module de V0.
Et je vous rappelle que je cherche VF. Donc, je vais isoler MVF. Je fais passer ce terme à gauche et je vais avoir MVF égale module de delta P plus M module de V0. C'est bon? Alors, VF, eh bien, il faudra que je divise tout ça par M pour avoir VF. Alors, delta P, je le divise par M. MV0, je le divise par M, donc ça me donne V0. Alors, je vous rappelle qu'ici, j'avais 50. La masse, c'est 10, donc je vais avoir 5 plus 3 égale 8 mètres par seconde. Ça veut dire que VF est dans le sens positif. J'ai obtenu un résultat positif. Ça veut dire que VF est dans le sens positif et elle vaut 8 mètres par seconde. Alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le résultat que je viens de trouver est logique? Quelle est la situation? J'ai démarré avec une vitesse V0 qui vaut 3 mètres par seconde et qui est dans le sens positif. On va la dessiner, hein, cette vitesse V0. Voilà V0. D'accord? Et je vais exercer une force. Voici mon objet de masse M. D'accord? Et je vais exercer dessus, je vais exercer une force F. Bon, une force F qui est dans le sens bon, c'est la qualité de la connexion qui fait que j'ai du mal à faire des dessins. Bon, je recommence. Hein. J'avais donc ma vitesse V0. D'accord? J'ai ma masse M et je vais exercer dessus une force qui est dans le sens de V0. D'accord? Voici ma force. C'est bon? Ça, c'est la situation initiale. Et ma force, elle va avoir tendance à diminuer au fur et à mesure de mon intervalle de temps. Hein. À 10 moins 2 secondes, eh bien, il n'y a plus de force. Donc, je vais redessiner la situation à la fin. D'accord? Donc, voici ma masse. J'ai trouvé une vitesse finale qui est plus grande que la vitesse initiale. Je n'ai plus de force ici, puisque à t égale 10 moins 2 secondes, la force est égale à 0. Alors, regardez bien la situation et dites-moi si c'est normal qu'en exerçant une force dans le sens de la vitesse initiale, eh bien, j'ai augmenté la vitesse. Eh bien oui, c'est parfaitement normal puisque quand vous exercez une force, vous donnez une accélération à l'objet. Donc, ça veut dire que cet objet qui a une vitesse V0, s'il est accéléré, eh bien, il va avoir, si vous lui donnez une accélération qui est dans le même sens que sa vitesse, eh bien, sa vitesse va augmenter. Donc, c'est parfaitement logique qu'on ait trouvé une vitesse finale qui est dans le même sens que la vitesse initiale et qui est plus grande en module que la vitesse initiale. Ça va? Alors, on va faire maintenant la deuxième situation possible. Alors, la deuxième situation possible, c'est que la force, elle a un sens opposé à la vitesse initiale. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de pousser sur la masse, eh bien, je vais la tirer vers la gauche. C'est bon? Alors, on y va. Ben, je réécris mes équations en prenant la force opposée à V0. Alors, si la force est opposée à V0, delta P va être un vecteur orienté dans le sens négatif. D'accord? Donc, je vais écrire que c'est moins le module de delta PI.
Et je réécris ma variation de quantité de mouvement, je réécris ça en vecteur. Donc c'est la quantité de mouvement finale moins la quantité de mouvement initial, d'accord? Et je vais écrire tous les vecteurs avec le vecteur unitaire I, d'accord? Donc delta P, eh bien on vient de voir que delta P, si la force est de sens opposé à V0, ça veut dire que delta P a une mesure algébrique négative. Donc j'écris que c'est moins module de delta PI, d'accord? MVF, eh bien comme je ne sais pas comment va être VF, eh bien je laisse la mesure algébrique de VF. Ça veut dire que VF, je dois m'attendre à ce que ce soit positif, soit négatif, d'accord? A priori, je ne sais pas. V0 est dans le sens de I, puisqu'on a décidé, on a supposé au départ que V0 serait dans le sens positif. Donc on maintient V0 dans le sens positif. Alors on réécrit donc, puisqu'on a le vecteur unitaire I partout, ben, je peux passer à une relation entre les mesures algébriques, j'ai éliminé le I. Et maintenant j'isole MVF. MVF, je fais passer ce terme ici. Donc, je vais avoir moins delta P plus M module de V0. Ça veut dire que VF, pour avoir VF, je divise tout ça par M. Donc, j'ai moins module de delta P sur M plus V0. Et j'obtiens une vitesse qui est négative. Ça veut dire que ma vitesse finale, eh bien, elle est de moins, elle est dans le sens négatif et elle a pour module 2 mètres par seconde. Alors, est-ce que c'est normal? Eh bien oui, si on refait le dessin de tout à l'heure avec notre vitesse initiale qui était comme ça, d'accord? Je vais la faire un petit peu plus longue, si j'y arrive. Voilà, d'accord? Et après, alors j'exerce une force qui va être dans le sens négatif, d'accord? Donc voici ma force F. C'est bon? Et puis je vais dessiner maintenant ma situation finale. Eh ben, j'ai obtenu une vitesse qui est dans ce sens. Alors, est-ce que c'est normal? Eh bien oui, puisque quand vous exercez une force qui n'est pas dans le sens de la vitesse, eh bien vous apportez une accélération négative, d'accord? Donc l'effet que ça va avoir, c'est que déjà le module de la vitesse va diminuer, il va arriver un moment où la vitesse va s'annuler, mais si la force est toujours là, eh bien l'objet va revenir en arrière. Et donc, entre ces deux situations, il y a eu un moment où la vitesse s'est annulée et maintenant la particule est en train de revenir dans l'autre sens. D'accord? Donc, on est arrivé quelque part ici où la vitesse est devenue nulle. D'accord? Je vais dire ici V égale 0. D'accord? Donc la vitesse a diminué en module jusqu'ici. Et puis comme la force est toujours là qui tire votre masse vers la gauche, eh bien la masse va revenir avec une vitesse qui va être dans le sens négatif, d'accord? Et ici à cette position, là où la vitesse elle vaut 2 mètres par seconde en module, eh bien je n'ai plus la force qui s'exerce, d'accord? Puisque à l'instant final, la force est égale à 0. Voilà. Donc, ce résultat est parfaitement logique et on pouvait s'y attendre. Ça va, on peut passer à la suite. Une petite seconde. Alors, vous êtes trompé, vous n'avez pas encore fait les forces élastiques, mais vous avez fait les forces de contact, c'est ça? Vous avez fait les frottements.
Oui, d'accord. Ok, merci. Alors, on va... alors, l'exercice 4, bon, c'est un exercice très facile. Je vous donne la solution, je vous donne le PDF, donc vous pourrez vérifier vos résultats. Euh, L'exercice 4, il dit quoi? Il dit qu'on a un homme de masse M qui est debout dans un ascenseur et on veut savoir quelle est la force que le sol exerce sur ses pieds quand alors dans les trois situations suivantes. Première situation, il monte avec une accélération de 3 mètres par seconde au carré, d'accord? Donc, bien on écrit la relation fondamentale des dynamiques avec une accélération qui est vers le haut. Alors, si l'accélération est vers le haut, eh bien, ça veut dire que c'est la force qui est dans le sens de l'accélération qui est le plus grand module. Donc, si vous écrivez la relation entre les modules, ça sera C moins P égale M à 1. D'accord? Ensuite, vous faites passer le moins P à droite et vous avez C qui est égal à MA plus P, c'est-à-dire MG plus A1. Voilà. Deuxième situation. Alors, deuxième situation, on vous dit qu'il poursuit sa montée à vitesse constante. Alors, s'il poursuit sa montée à vitesse constante, ça veut dire qu'il n'a pas d'accélération. D'accord? Si la vitesse est constante, ça veut dire que l'accélération est nulle. Vous réécrivez la relation fondamentale de la dynamique, P plus C égale MA. A étant nul, P plus C égale 0. Eh bien, ça veut dire que les deux forces sont égales en module. Ça veut dire que la force que le sol exerce sur les pieds du monsieur est égale à son poids en module. D'accord? Dernière situation. Il atteint le premier étage avec une accélération de même module qu'au départ pour s'y arrêter. Alors, s'il doit continuer avec une accélération qui lui permet de s'arrêter, ça veut dire que l'accélération, elle est dans le sens opposé à celui de sa vitesse. D'accord? C'est ça qui va lui permettre d'avoir une vitesse qui va aller en diminuant pour qu'il puisse s'arrêter au premier étage. Alors, cette fois, l'accélération, on va l'appeler A3. Elle est vers le bas. Alors, vous remarquez qu'elle est dans le sens du poids. Donc, quand on écrit la relation entre les modules, c'est le poids qui est dans le sens de l'accélération. Donc, c'est lui qui aura le plus grand module. Et de la même manière, on va avoir P moins C égale MA3. Je fais passer C à droite et MA3 à gauche. Et j'ai C égale à MG moins MA3. Voilà les trois situations. Alors ensuite, on vous demande de refaire le même travail pour la tension du câble de l'ascenseur. Donc l'ascenseur est accroché avec un câble et on vous demande de trouver la tension du câble, d'accord, dans les trois situations. Alors pareil, eh ben, on écrit la relation fondamentale des dynamiques appliquée à l'ascenseur complet, c'est-à-dire ascenseur plus l'homme à l'intérieur, d'accord? Donc la masse totale du système, c'est la masse de l'ascenseur plus la masse de l'homme. Et on va écrire que la somme des forces égale M à 1. Donc le poids total plus la tension égale à la masse totale par l'accélération. D'accord? Comme A1, l'accélération est vers le haut, ça veut dire que c'est la tension qui est la plus grande. Donc j'écris T moins le poids total égale à la masse totale par l'accélération, ça vous donne la tension. Alors dans la deuxième situation, j'ai une vitesse constante, donc les deux forces sont égales en module. Et dans la troisième situation, j'ai une accélération vers le bas, ça veut dire que c'est le poids total qui est plus grand que la tension. Donc vous écrivez à chaque fois la relation fondamentale des dynamiques, somme des forces appliquées à l'ascenseur, égale à la masse totale de l'ascenseur multipliée par l'accélération. Voilà.
Alors, j'ai pas fait les applications numériques ici, j'ai oublié de le mettre. C'est bon, on peut passer à l'exercice suivant. Il n'était pas programmé, hein, cet exercice, parce il est très facile, donc on l'a pas programmé, on pense que vous pouvez le faire tout seul. Alors, l'exercice, ok. Alors, l'exercice 5, c'est une application directe du cours. Bon, je vous donnerai la solution dans le PDF. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'exercice 6 qui est programmé, et s'il nous reste du temps, je reviens à l'exercice 5. Ça vous va? C'est bon, ça vous convient? Bon, je vais supposer que oui. Alors, l'exercice 6, c'est la page suivante. Alors, l'exercice 6, il dit quoi? Alors, on suppose que la Terre, la planète Mars, tourne autour du Soleil suivant des orbites circulaires. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait l'approximation que, au lieu que ça tourne sur des ellipses, ça va tourner sur des trajectoires qui ont la forme de cercle. On assimile la Terre, Mars et le Soleil à des points matériels. La lumière du Soleil met 8,3 minutes pour atteindre la Terre. Premièrement, exprimer la force de gravitation qu'exerce le Soleil sur la Terre en fonction du vecteur position RST, de la masse du Soleil, de la masse de la Terre et de la constante de gravitation universelle. Deuxièmement, sachant que la période de révolution de la Terre autour du Soleil est de 365 jours un quart, calculer la masse du Soleil. Troisièmement, la période de révolution de Mars autour du Soleil étant de 687 jours, quel est le rapport RSM sur RST entre la distance Soleil-Mars et la distance Soleil-Terre? Alors, on vous donne la constante de gravitation universelle et la vitesse de la lumière. On y va. Alors, on va appliquer la loi de gravitation universelle. Quand vous avez deux masses M1, M2 qui sont à une certaine distance l'une de l'autre, eh bien, elles vont s'attirer mutuellement avec une force qui obéit à la loi de gravitation universelle. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit que la force, elle a pour module la constante G multipliée par le produit des masses divisé par la distance au carré. Donc ici, on cherche la force exercée par le Soleil sur la Terre. Donc, il va exercer une force d'attraction. D'accord? Alors, je vais mettre un vecteur unitaire U qui va de l'objet qui exerce la force vers l'objet qui subit la force. Ici, c'est ce qui exerce la force, c'est le Soleil. C'est le Soleil qui attire la Terre. C'est à cette force qu'on s'intéresse. Donc, ce vecteur unitaire U, il va me permettre d'avoir la direction et le sens de la force. Alors, cette force, eh bien, j'écris la loi de gravitation universelle. Donc, à la place de M1, M2, ben, je vais mettre MS, MT. M1 étant la masse du Soleil, MT étant la masse, M2 étant la masse de la Terre. Et ici, je mets la distance qui sépare les deux masses M1, M2 au carré. Ici, la distance, eh bien, c'est la distance RST, d'accord, du centre du Soleil au centre de la Terre. Donc, j'ai F égale. Alors, pourquoi j'ai mis un signe moins ici? C'est pour indiquer que F est une force d'attraction, d'accord? C'est ça ma référence, mon vecteur U, c'est lui qui va vous donner le sens positif. Et si la force est de la Terre vers le Soleil,
ça veut dire que la force, elle est dans le sens négatif. C'est une force attractive. Donc, je mets, oui, exactement. Le signe moins, exactement, il traduit le fait que la force F et le vecteur U sont de sens opposé. Parce que tout ce qu'il y a devant le vecteur U est une quantité positive. D'accord? J'ai la constante de gravitation universelle, le produit des masses, une distance au carré, donc tout ça est positif. Le signe moins indique que F est de sens opposé à U, donc il indique que F est une force d'attraction vers le Soleil. Alors, on nous a demandé d'écrire ça avec le vecteur position RST. Alors, ce vecteur position RST, j'écris que c'est le module de RST multiplié par U, d'accord? Si le RST, il démarre en S, il se termine en T. Donc, ce vecteur, il a pour module la distance RST et il a pour direction et sens ceux du vecteur U. C'est bon? Alors, eh bien maintenant, puisque j'ai d'un côté la force en fonction du vecteur U et de l'autre côté le vecteur RST en fonction de U, eh bien je vais dire que U, je peux l'écrire en fonction du vecteur RST. U, ça va être le vecteur RST divisé par son module. Et je remplace ici. Donc je vais avoir moins G ms mt sur RST au carré multiplié par RST en vecteur divisé par RST. Ce qui fait qu'au dénominateur, je vais avoir ce RST au carré et je vais avoir ce RST. Donc ça me fait RST au cube. D'accord? Donc F, c'est moins G ms mt sur RST au cube vecteur RST. D'accord? Et comme RST divisé par RST, par le module de RST, ça me donne le vecteur unitaire U, et ben j'ai bien respecté ma loi de gravitation universelle en écrivant ça. C'est bon? Alors maintenant, deuxième question. Sachant que la période de révolution de la Terre, c'est 365,25 jours, calculer la masse du Soleil. D'accord? Alors, on écrit donc le module de la force d'attraction qu'exerce le Soleil sur la Terre. C'est bon? Donc, je reviens à cette expression-là. C'est ça le module de F. Alors, j'écris la relation fondamentale des dynamiques, c'est-à-dire que j'écris que la somme des forces appliquées à la Terre est égale à m multiplié par son accélération. Puisque la Terre tourne sur une orbite circulaire et que la force a toujours la direction du rayon, eh bien ça veut dire que l'accélération que va me donner cette force, ça va être une accélération normale, d'accord? Ça veut dire que c'est un mouvement circulaire uniforme. Et je vais pouvoir écrire que somme des forces, eh bien il n'y a que la force d'attraction qu'exerce le Soleil sur la Terre, égale à ma. A, eh bien c'est l'accélération normale. Donc j'ai la force égale à m v carré sur r. C'est bon? Alors, si j'avais la vitesse de rotation de la Terre, ben j'aurais fini mon calcul, mais c'est pas le cas. On connaît pas la vitesse de rotation de la Terre, mais par contre, on connaît la période. Alors, on fait quoi? Eh bien, puisque c'est un mouvement circulaire uniforme, eh bien, je vais dire que la vitesse, on va écrire ça. Hein. Dans un mouvement circulaire, vous écrivez que V, c'est ds sur dt. D'accord? Et comme c'est un mouvement circulaire uniforme, eh ben, j'écris que ça, c'est une constante. Donc, ça veut dire que V,
c'est aussi n'importe quelle variation d'abscisse curviligne sur l'intervalle de temps correspondant. D'accord? Quand la vitesse est constante, la, la, elle aura la même valeur, quel que soit l'endroit où vous allez la voir, la regarder sur la trajectoire, et elle sera aussi la même que la vitesse moyenne que vous pouvez calculer sur n'importe quel intervalle de temps. Alors, l'intervalle de temps qu'on peut choisir ici, c'est de dire que mon intervalle de temps, c'est la période de révolution. Qu'est-ce que c'est que la période de révolution? C'est le temps qu'il faut à la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. D'accord? Eh bien, quel va être ce delta S? Quelle est si vous voulez, la distance que va parcourir la Terre en une année? Eh bien, elle va parcourir tout le cercle, d'accord? Vous avez, voici la trajectoire avec le Soleil est au milieu, la trajectoire de la Terre. Si vous regardez la distance correspondant au temps qu'il a fallu pour faire un tour complet, eh bien c'est 2pi, d'accord, R, ST. C'est bon? Donc la vitesse, puisque c'est un mouvement, attention, ce n'est vrai que parce que c'est un mouvement circulaire uniforme. Hein. Donc je peux écrire que ds sur dt, c'est la même chose que delta S sur delta t. Et donc je choisis comme delta t la période qui est le temps pour faire un tour complet. Donc le tour complet, c'est 2pi rst, divisé par le temps qu'il faut pour faire le tour complet, c'est t. Et donc, je reviens ici, mon V carré, eh bien, ça sera 2pi rst sur t au carré. C'est bon? Alors, j'élève au carré, ça me donne 4pi carré rst carré. Le t au carré va au dénominateur. Et j'avais déjà un facteur rst. Ça va? Alors, je reviens donc ici, j'ai donc cette expression qui va être égale à celle-là, après toutes les transformations que j'ai faites, d'accord? Alors, je regarde les choses que je peux simplifier. Qu'est-ce que je peux simplifier? Eh bien, j'ai mt que je peux enlever, d'accord? J'ai un facteur rst ici et je vais enlever le carré là, donc il me restera un facteur rst au dénominateur et pas de facteur rst de ce côté. C'est bon? Donc j'ai ici, il me reste gms sur rst et ici, il me reste 4pi carré rst au carré sur t au carré. Voilà. Alors maintenant, le m, la masse du Soleil, c'est ça l'objet de mon calcul. La masse du Soleil, eh bien, ça sera, alors, 4pi2, alors je multiplie, je fais passer le RST à droite, il passe au numérateur. Donc, je vais avoir 4pi2 RST au carré multiplié par RST, donc RST au cube. Le G, je le fais passer de l'autre côté, il va passer au dénominateur. Donc, GMS égale 4pi carré RST au cube sur GT au carré. Alors maintenant, c'est le moment de regarder est-ce que j'ai toutes les données, est-ce que j'ai fini mon calcul. Alors, là c'est bon. RST, alors je connais G, je connais T, oui. Oui, vous pouvez poser votre question. Posez votre question dans le chat. Bon. Alors, je disais donc que je regarde maintenant l'expression que j'ai obtenue et j'examine tous les termes de cette expression. Alors, G, je connais, on me le donne dans l'énoncé. T, je le connais, c'est aussi une donnée, c'est les 365 jours. Attention à transformer en secondes, évidemment.
Ah, d'accord, c'est pas grave. Alors, RST, par contre, eh bien, on ne le connaît pas. On l'a pas directement, c'est pas une donnée directe dans l'énoncé, mais on vous a dit quelque chose dans l'énoncé qui est que la lumière met 8,3 minutes pour arriver, pour atteindre la Terre. D'accord? Pour aller du Soleil à la Terre, elle met 8,3 minutes. Eh bien, connaissant la vitesse de la lumière, eh bien, vous pouvez en déduire la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Alors, on fait quoi? Ben, on écrit que RST, c'est la vitesse de la lumière multipliée par le temps qu'il faut à la lumière pour aller du Soleil à la Terre. Alors, qu'est-ce que ça va me donner comme expression? Eh bien, à la place de RST, je vais mettre C delta T. D'accord? Delta T étant les 8,3 minutes. Attention à transformer aussi en secondes. Et quand vous faites le calcul, eh bien, ça vous donne 1,98 10 puissance 30 kg. C'est bon? Le C delta T au cube, c'est le RST au cube qu'on a obtenu tout à l'heure. Hein. Alors ensuite, la période de révolution de Mars étant de 687 jours, quel est le rapport RSM sur RST? Alors, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la loi des périodes. C'est la troisième loi de Kepler. Je pense que vous l'avez faite en cours. Alors, elle dit quoi? Elle dit quoi cette loi des périodes? Elle dit que si vous avez deux planètes, une planète que je vais à qui je vais mettre le numéro 1 et une deuxième planète à qui je vais mettre le numéro 2, eh bien, T1 au carré sur T2 au carré égale à R1 au cube divisé par R2 au cube. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des périodes. Alors, R1 étant cette distance-là et R2 étant celle-là. D'accord? Voici R2. Voilà. Alors ici, il se trouve que ma planète numéro 1, eh bien, c'est la Terre. Ma planète numéro 2, c'est Mars. La distance R1, c'est RST. La distance R2, c'est RSM. Eh bien, j'applique donc TM. Alors, bon, j'ai inversé ici. Hein, j'aurais dû faire l'inverse. Peu importe. On peut écrire que TM. C'est pas grave. Je vais écrire que T, la période de la Terre au carré, sur la période de Mars au carré est égal à RST au cube sur RSM au cube. D'accord? Et puis on inverse. Donc TM au carré sur T au carré est égal à RSM au cube sur RST au cube. Et j'ai le rapport RSM sur RST en faisant juste le rapport des périodes qu'on peut laisser en jours puisqu'on fait un rapport de deux temps. Il suffit qu'ils soient dans la même unité et ça fonctionne. Hein. Donc 687 divisé par 365,25. Voilà, donc on trouve 1,52. Voilà. Alors, puisque vous n'avez pas fait les forces élastiques, eh bien, on va plutôt traiter l'exercice 5. Voilà, donc ou alors vous préférez que je fasse un exercice sur les forces de contact? Qu'est-ce que vous préférez?
Les forces de contact ou encore un exercice sur la loi de gravitation universelle? Oui, quoi? Oui, quoi? Les forces de contact? D'accord, ok. Donc, je vous enverrai le PDF. Si vous avez des difficultés, vous me le dites la prochaine fois, on revoit l'exercice. D'accord? Et puis, on va aller directement à l'exercice 8. On va au moins le commencer, hein. L'exercice 7, on y reviendra plus tard. Alors, voilà ce qu'on a, hein, exercice 8. On a un corps de masse petit m qui repose sur un corps de masse grand M. Et le corps grand M est sur la surface horizontale d'une table. On admettra que les dimensions de la table et du corps B sont telles que A ne puisse pas quitter le dessus de B et ce dernier le dessus de la table dans l'intervalle 0,80 secondes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B est assez grand pour que A reste sur B, c'est-à-dire que dans l'intervalle qui va de 0 à 80 secondes, A ne va pas tomber, il va rester sur B, d'accord? Même s'il avance sur B, il restera toujours sur B dans cet intervalle. Bon, peut-être que plus tard, il risque de tomber, il va aller tomber sur la table, mais pendant cet intervalle, il restera toujours sur B. Et que la table est assez grande pour que B ne tombe pas de la table et que B reste sur la table pendant toujours ce même intervalle de 0,80 secondes. C'est bon? Alors, une force horizontale de direction fixe et variant, donc une force qui aura toujours la direction horizontale, toujours ce sens vers la droite, qui varie suivant la loi F égale alpha t, alpha étant égal à 0,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à t égale 0, eh bien la force est nulle. Et plus le temps avance, plus on avance dans le temps, et plus la force va avoir un module qui va être de plus en plus grand. D'accord? Par exemple, à t égale 10 secondes, eh bien j'aurai F qui va valoir 5 newtons. À t égale 20 secondes, F va valoir 10 newtons, et ainsi de suite. D'accord? C'est directement proportionnel au temps. Le contact corps B table est caractérisé par les coefficients de frottement statique mu S et dynamique mu D. Donc, on vous donne des valeurs des coefficients de frottement. Le contact corps A, corps B est lui parfaitement lisse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement entre A et B, mais il y a des frottements entre B et la table. D'accord? Il faudra se rappeler ce détail pour tout à l'heure. Premièrement, déterminer l'instant T0 de la rupture de l'équilibre du système. Deuxièmement, dessiner qualitativement les forces appliquées à l'instant T1 égale 30 secondes au corps A tout seul, au corps B tout seul, au système A plus B. Déterminer puis dessiner à l'échelle qu'on vous propose les forces appliquées à l'instant T2 égale 60 secondes au corps B tout seul. Voilà. Donc, première étape, on cherche l'instant de rupture de l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a pardon, je suis pas à la bonne page. Voilà ce qu'on a à l'instant de rupture de l'équilibre du système. D'accord? On vous demande de trouver l'instant T0 pour lequel on a la rupture de l'équilibre du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche l'instant à partir duquel le système n'est plus en équilibre. D'accord? Alors, la première chose à faire, c'est de regarder quelles sont les forces qui s'exercent sur mon système. Le système en tant que bloc, hein, c'est-à-dire le corps A et le corps B
qui forment un seul et même corps. C'est ça le système, hein. C'est les deux boîtes A et B qui sont posées l'une sur l'autre et qui forment un bloc. Et ce qu'on veut, c'est mettre en mouvement ce système. Alors, on va exercer une force sur le corps B, donc sur le système, et il va y avoir un moment à partir duquel, eh bien, l'objet va commencer à glisser. D'accord? Il va y avoir un très très grand nombre de situations où le système va rester en équilibre, mais dès que je dépasse cette valeur F0, eh bien, le système va commencer à glisser. Alors, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation à la rupture de l'équilibre? Eh bien, on peut écrire que la somme des forces égale 0. Ça, c'est la première condition. Il ne faut pas oublier que c'est un équilibre. Alors, comment vont être orientées les forces? Eh bien, le poids, on sait qu'il est vertical et vers le bas. La force F, on sait qu'elle est horizontale et vers la droite. Donc, pour que le système soit en équilibre, eh bien, on est obligé d'avoir la force de contact qui est penchée de cette manière. C'est-à-dire que si on représente ces deux composantes, eh bien, la composante horizontale doit s'opposer à F0 et sa composante verticale doit s'opposer au poids total du système. D'accord? C'est la seule manière d'avoir la somme des forces égale 0, c'est que cette force de contact, elle soit penchée vers la gauche. C'est bon, c'est bien clair? Donc, à la rupture de l'équilibre, déjà, j'écris que le système est en équilibre, donc P plus F0 plus C. Alors, j'ai mis CB 0 parce que je suis à la rupture de l'équilibre. Eh bien, la force de contact, elle a cette orientation-là. Qu'est-ce que j'ai de plus? Eh bien, je sais qu'à la rupture de l'équilibre, j'ai défini un certain coefficient qui est le coefficient de frottement statique. Et ce coefficient de frottement statique, il me donne le rapport des composantes de la force de contact. Alors, la composante parallèle, peut-être qu'en cours, vous l'avez appelée CX et l'autre CY. D'accord? Eh bien, celle-là, c'est la composante parallèle au plan. Et celle-là, c'est la composante perpendiculaire au plan. Eh bien, mu S, c'est le rapport CB parallèle sur CB perpendiculaire. Attention, à la rupture de l'équilibre. D'accord? Le terme à la rupture de l'équilibre est très important. Donc, le mu S, il est défini pour cette situation de rupture de l'équilibre. Donc, pour un équilibre quelconque, eh bien, on peut écrire somme des forces égale 0. Mais pour la dernière situation d'équilibre, eh bien, j'ai mu S égale à CB parallèle sur CB perpendiculaire. Si vous voulez, on peut regarder rapidement les différentes situations d'équilibre. Alors, j'ai première situation d'équilibre, c'est bon, alors voici mon plan et puis je dessinerai les différentes situations. Alors, tout ça, c'est le système, hein. Je fais comme si le bloc A plus B, c'est tout ça. Alors, première situation, c'est que je suis à l'instant T égale 0, décidément. Alors, à T égale 0, à T égale 0, F égale 0. D'accord? Donc, si je dois dessiner les forces, eh bien, j'aurai le poids et j'aurai la force de contact. J'aurai P plus C, voici C total, hein, C ou CB, et voici le poids total. Alors, je vais prendre un autre instant, d'accord? Je ne suis pas encore à la rupture de l'équilibre. Et j'ai, pardon. Non, je vais prendre pour
Donc, je vais faire mon dessin. Bon. Alors, à t égale 0, donc je n'ai pas encore la force, puisque la force, je vous rappelle que c'est alpha t, et si t égale 0, la force est nulle. Donc, première situation, voici le poids. Je vais mettre le poids en rouge et la force de contact en bleu. D'accord? Donc, voici la force de contact. J'écris P plus C égale 0. Alors maintenant, je vais dessiner une autre situation pour laquelle j'ai toujours l'équilibre. Hein. Et j'ai, alors, le poids, j'ai la force F, puisque je suis à un autre instant qui n'est pas nul, ça veut dire que la force F existe déjà, et je vais écrire que P plus F plus C égale 0. Ça veut dire que ma force de contact, elle est forcément inclinée. Et je vais maintenant à la rupture de l'équilibre, la situation qu'on vient d'étudier. Voici le poids, voici la force F0 qui est nécessaire pour que le système puisse se mettre en mouvement, et ma force de contact, eh bien, elle va être penchée de manière, voici ma force de contact, elle va être plus penchée qu'ici, de manière à ce que sa composante horizontale compense F0 et que sa composante verticale compense le poids. Alors, vous voyez que tout ça, ces deux situations-là sont des situations d'équilibre, mais je ne suis pas encore à la rupture de l'équilibre. C'est-à-dire que le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, il ne devient égal à mu S que dans cette situation-là. D'accord? C'est ici que je peux parler du mu S quand j'écris C parallèle sur C perpendiculaire. Ici, je n'ai pas le droit de dire que C parallèle sur C perpendiculaire, c'est mu S, parce que mu S est défini à la rupture de l'équilibre, il est défini dans cette situation uniquement. Vous comprenez la différence entre la rupture de l'équilibre, pour laquelle je peux parler de mu S, et un équilibre tout court, qui est l'objet est en équilibre sans qu'il puisse commencer à glisser, alors que ici l'objet est en équilibre, mais je suis à la limite de l'équilibre. Si je dépasse un tout petit peu F0, le système va commencer à glisser. C'est bon? Alors, j'écris donc, une fois que j'ai écrit mes deux équations, bah c'est terminé. Hein. J'écris que l'équation numéro 1, elle va me permettre d'écrire une relation entre les composantes horizontales et une deuxième relation entre les composantes verticales. C'est-à-dire que je vais écrire que F0 plus CB parallèle égale 0. Et je vais écrire le poids total plus CB perpendiculaire égale 0. C'est-à-dire que j'écris, à partir de cette relation, j'en déduis deux relations, une relation entre les composantes horizontales et une relation entre les composantes verticales. Et maintenant, j'utilise l'équation 2 qui est la définition du coefficient de frottement statique. Donc, mu S, c'est CB parallèle sur CB perpendiculaire. CB parallèle, alors à partir de cette équation, ben, ça veut dire si j'ai deux forces opposées, deux forces qui ont pour somme 0, ça veut dire que ces deux forces sont opposées, d'accord? Elles sont de sens opposé et elles ont même module. Ça veut dire que le module de CB0 parallèle est égal au module de F0, que le module de CB0 perpendiculaire est égal au module de P total, et
connaissant la valeur de mu S, donc j'ai F0 sur le poids total égal à mu S, et je peux en déduire F0 qui sera égal à mu S multiplié par le parallèle au plan. Hein. Alors, F0 égale mu S facteur de grand M plus petit m, G. Alors, ce qu'on vous demande, c'est pas la valeur de F0, c'est l'instant T0. Donc, T0, c'est F0 sur alpha, puisque F c'est alpha T. Donc, je divise par alpha et j'obtiens T0 égale 50 secondes. Donc, dès que vous dépassez 50 secondes, c'est-à-dire que à t égale 50 secondes, je suis toujours à l'équilibre, mais je suis à la rupture de l'équilibre. À t égale 50 secondes plus un petit epsilon, eh bien, le système va commencer à glisser. Alors, la question était, CB0 parallèle à quoi? Ben, parallèle au plan. Hein. J'ai déjà répondu. Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être qu'en cours, vous avez appelé ça CX et CY en prenant des axes OX et OY, l'un parallèle au plan et l'autre perpendiculaire au plan. Je préfère utiliser la notation C parallèle et C perpendiculaire. Voilà. Bon, eh ben on va s'arrêter là puisque vous avez un cours là.